les uns, c'est l'énergie de demain. Pour les autres, une catastrophe écologique. Le gaz de schiste est au cœur de la polémique. La France, qui possède d'importantes réserves, a délivré les premiers permis d'exploration dans le Larzac. Une décision prise à l'époque par Jean-Louis Borloo. Sur place, la contestation s'organise. Carole Vénua et Xavier Boucher. Que sur les plateaux du Larzac. Producteur de viande bio, mais aussi élu de sa commune. Mettre le feu au Larzac, voilà. Jean-Paul Stockard s'inquiète des projets d'exploration de gaz de schiste sur son territoire. La technique de ce forage, c'est des puits tous les 200 mètres. Donc, 200 mètres, c'est un puits ici, c'est un puits là, c'est un puits là, un puits tous les 200 mètres. Les populations n'ont pas été averties. On a pris ça par voie de presse récemment. Les élus encore moins. Enfin bon, et c'est vrai que déjà ça, c'est scandaleux. La colère des défenseurs de l'environnement monte en France dans le dossier de l'extraction de gaz et de pétrole non conventionnel, nichés notamment dans les schistes. 1% du territoire national serait concerné par des projets d'exploration dans le secteur de Château-Thierry, où des forages doivent débuter très prochainement. Sur ce terrain, sur la commune de Rozoy-Belleval, au sud de Château-Thierry, que la société Toréador a prévu de lancer un forage à la fin mars. Objectif, rechercher du pétrole, ou pour être précis de l'huile de schiste, enfouie à très grande profondeur. Un projet dont les habitants savent peu de choses. Il y a un an, ils sont venus nous voir à la mairie, mais il n'y a pas eu de... On ne les a pas revus depuis, quoi. Et les gens, ils en pensent pas grand-chose. Contacté, l'entreprise Toréador n'a pas souhaité faire de commentaires. En France, les ressources en gaz et en huile de schiste sont potentiellement énormes, mais l'économie locale n'en tirerait aucun bénéfice. J'ai en ma possession les documents de publicité de certaines sociétés faisant appel à leurs actionnaires pour investir, qui expliquent que c'est formidable de venir forer en France parce qu'il n'y a pas un centime de redevance pendant toute la période de recherche. Or, la période de recherche, c'est 5 ans, plus 5 ans, plus 5 ans. Ça fait 15 ans de possible sans payer un centime pour l'exploitation d'une recherche d'une ressource qui nous appartient à tous. Il y a quelques années, le gaz de schiste était difficilement exploitable. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce gaz constitue la deuxième ressource énergétique des États-Unis. Pour extraire le gaz, les compagnies utilisent de l'eau à très forte pression mêlée à des produits chimiques pour faire éclater la roche. Un nouvel or noir qui n'est pas sans danger pour le député européen à l'écologie. On a des problèmes de pollution déjà avérés en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, au Canada, cette technique de la fracturation, qui est une technique américaine, est très peu fiable et on n'a aucune garantie. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'aucune compagnie française n'est capable de le réaliser. C'est pour ça que ce sont toutes adossées à des compagnies américaines pour forer et chercher ce gaz. Ces autorisations ont été données sans absolument aucune consultation. Et ça a été découvert au mois d'avril et on s'est rendu compte à ce moment-là que Nantes, la commune de Nantes, dans la vallée de la Dourbie, était au cœur d'un des espaces de prospection qui prend à la fois les Cévennes et qui va jusqu'à Camaret. On ne sait pas ce que ça peut faire sur l'eau. Les produits chimiques sont dangereux, les infrastructures sont colossales, puisqu'il faut un puits tous les 200 mètres pour exploiter ce genre de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos secteurs? Est-ce qu'on aura l'eau suffisante? Est-ce que la pollution sera irréversible? Tant qu'on n'a pas fait toutes ces études, tant qu'on ne sait pas, il n'est pas question pour nous d'accepter qu'on puisse, ne serait-ce même que de faire des explorations pour voir si ce gaz est là. On voit très bien que les productivistes de droite sont capables des pires catastrophes. Et quand on parle de Jean-Louis Borloo, quand il a signé des autorisations pour des permis d'exploration de gaz de schiste, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très écolo sur ce coup-là. Quand on m'agresse sur mon territoire, comme c'est le cas actuellement avec le fait que Borloo ait signé des permis de prospection de gaz de schiste directement sur le plateau du Larzac, eh ben, je relance ce combat parce que je dis c'est pas possible, on ne peut pas accepter qu'un 1/8 du territoire français soit saccagé par le gaz de schiste et par ses prospections pour quelques compagnies. Alors il y a urgence, pourquoi? Les permis de recherche, ils ont déjà été délivrés. Ils l'ont été, à mon sens, de manière complètement illégale et sans aucune publicité permettant aux gens de se retourner, ce qui est une deuxième illégalité. Mais il y a toute la suite, et notamment la sécurisation juridique de ceux qui sont titulaires de permis de recherche et qui ont peut-être des craintes
sur le sérieux des autorisations qui leur ont été données. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé la suspension des autorisations de forage en France jusqu'à l'été, mais le dossier de Château-Thierry ne semble pas interrompu car les autorisations de travaux seraient déjà accordées. On a trouvé un document de la DRIR, qui date de DRIR Midi-Pyrénées, qui date, c'est bilan 2007, objectif 2008. Si vous retournez, la dernière page, je vous l'ai mis comme ça, vous voyez, en fait, on a retrouvé la trace sur le permis de foi qui a été délivré en 2006 pour des hydrocarbures liquides ou gazeux. On est sur un permis exclusif de recherche. On a trouvé que la fracturation hydraulique, la fameuse technique qui est décriée en ce moment en France, a été utilisée. Ah non, mais alors, ça, alors, je vais vous dire, je ne découvre pas ça, parce que je suis en train de faire recenser en France tous les endroits sur lesquels la fracturation hydraulique a pu être utilisée. Et il y en a eu une de temps en temps. En général, c'est des tentatives d'exploration, des tentatives, si vous voulez, de tests. Aussi, je veux être très précise. D'abord, vous dire ceci. Il n'est pas question d'exploiter le gaz de schiste comme cela se fait dans certains pays, et notamment aux États-Unis, vous les avez cités. Des techniques dangereuses pour l'environnement et destructrices y sont utilisées, et il n'est pas question d'engager la France dans cette voie. Public, si, Madame la Ministre, en fait, parce que là, on ne le savait pas qu'il y avait déjà eu des exploitations. Ah ben, oui, c'est ça, de toute façon, Est-il possible d'exploiter le gaz de schiste autrement ? C'est possible, ça, selon vous, une exploitation propre du gaz de schiste? On peut trouver ça? Oui, bien sûr, et on peut aussi, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la loi du genre. Hein. Bien sûr que non. Les techniques, elles sont connues, c'est les techniques américaines, c'est la fracturation des roches, il n'y a pas autre chose. C'est comme si vous disiez, est-ce qu'il est possible de faire un nucléaire qui se fasse sans déchets radioactifs? Eh bien non, ce n'est pas possible. Peut-être dans 150 ans, j'en sais rien, mais ça, ce n'est pas la vraie vie. Tout ça, c'est amuser la galerie, hein. C'est absolument pas sérieux. Monsieur le député Pascal Terrasse, un moratoire n'est pas possible. Le code minier ne le permet pas. Sur le gaz de schiste, aujourd'hui, il y a des permis d'exploration, mais donc aucune autorisation de travaux. Et je vais demander au préfet de discuter avec les industriels et de faire en sorte que la question des autorisations de travaux ne se pose pas avant que nous ayons une réponse sur les questions que j'ai posées à la mission. Ça n'est pas à proprement parler un moratoire. Pourquoi? Parce qu'un moratoire n'est juridiquement pas possible dans le cadre du code minier. Dans le cadre du code minier, à partir du moment où il y a eu des autorisations d'exploration, pour qu'il y ait moratoire, pour qu'il y ait retrait des autorisations, il faut soit une infraction grave au code de l'environnement, soit la non-utilisation en fait de ces autorisations. Donc juridiquement, un moratoire n'est pas possible, mais je souhaite néanmoins qu'aucun travaux ne soit engagé et dans les limites de la loi et du dialogue avec les industriels, j'essaierai de faire en sorte que ce soit le cas. Mais est-ce que c'est vraiment le chemin qui est en train de prendre la France? Parce que les ministères de l'écologie et de l'environnement, là, ont stoppé les travaux en attendant justement de voir si... Je n'y crois pas une seconde. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, Mme Kosciusko-Morizet a dit ça, le lendemain, M. Besson a dit le contraire. Première observation, c'est M. Besson qui gère le sujet, ce n'est pas Mme Kosciusko-Morizet. C'est lui le ministre de l'Énergie, malheureusement. Deuxième observation, si c'était le cas, on n'aurait pas modifié le code minier comme je viens de vous l'expliquer. Troisièmement, et peut-être surtout, ce moratoire est un moratoire de communication. C'est-à-dire qu'on a dit aux industriels, soyez sympas, attendez 3 mois, certes vous n'êtes pas obligé de le faire, mais attendez 3 mois, on va faire une étude et puis vous pourrez continuer. C'est ça le deal, évidemment. Pourquoi je dis cela? Parce que ce moratoire n'est pas un moratoire juridique.
Et Mme Kosciusko-Morizet l'a dit très clairement, elle a dit, moi, légalement, je ne peux pas retirer les autorisations. Ce n'est pas en 2 mois qu'on va faire une étude de cette ampleur. Donc ça, mais les industriels feront donc bien ce qu'ils veulent au bout. Donc on a un code minier qui est sorti, qui ressemble pas mal au précédent, hein, il n'y a pas de révolution, mais dont on peut dire 2 choses. La première, c'est que quitte à sortir un nouveau texte, autant on aurait pu s'attendre à ce qu'il applique les dispositions les plus récentes de notre droit. Je pense à la Charte de l'environnement. Or, nous avons un texte qui viole ouvertement la Charte de l'environnement. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, est l'occasion de moderniser et de simplifier les dispositions applicables aux exploitations minières, en veillant à leur intégration dans l'environnement et à l'association des parties prenantes dans l'attribution des titres miniers. Attendu depuis longtemps par la profession, le nouveau code facilitera la valorisation des ressources du sous-sol français. Alors justement, avant d'y aller, justement, le 19 janvier, le code minier a été modifié par ordonnance, donc par le gouvernement. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi les conséquences D'abord, il faut que je fasse un petit point de droit, parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Le code minier, c'est la loi. Le gouvernement peut être autorisé à intervenir dans le domaine de la loi quand le Parlement lui permet. Il existe une loi de 2009 qui avait donné au gouvernement la possibilité d'intervenir par la voie des ordonnances, l'article 38 de la Constitution, pour simplifier le droit dans un certain nombre de domaines. Le code minier n'en faisait pas partie. Subrepticement, par une loi du 10 décembre 2010, le gouvernement a introduit code minier dans ce texte. La première question qui se pose, c'est est-ce que c'est une habilitation correcte? Parce que pour que le gouvernement soit autorisé à intervenir dans le domaine de la loi, il faut que le législateur lui précise pourquoi faire. Là, c'est pas fait. Et manifestement, le gouvernement a agi dans la précipitation, puisque cette loi est de décembre 2010, présentation au Conseil des ministres 10 janvier ou 15 janvier 2011, sortie du code fin janvier 2011. Donc tout ça a été extrêmement rapide. De toute façon, c'est une procédure d'urgence en général, comme s'il y avait urgence, justement. C'est l'objet de ces explorations. Et là, il faut être précis. Un permis d'exploration n'est pas un permis d'exploitation. Quand on trouve, on fait quoi? Alors, le permis de recherche n'interdit pas d'exploiter. Ça n'est pas un secret. Toute ouverture de travaux nécessitera une enquête publique. Donc aucun travaux ne sont possibles sans enquête publique. En quoi? Eh bien, pour les permis exclusifs de recherche, pas de concertation, pas d'étude d'impact, pas d'enquête publique, pas d'information des collectivités locales. Alors que, par exemple, pour les permis de recherche sur les sites géothermiques, là, il y a une enquête publique. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Évidemment, parce qu'on ne veut pas de débat public autour de la question du permis exclusif de recherche pour les gaz de schiste et de manière plus générale pour les hydrocarbures dits non conventionnels.